je profite de l'occasion pour vous expliquer un peu que ce projet ne sort pas de nulle part, hein. C'est vraiment le fruit d'une très longue réflexion de ma part. Et l'histoire commence il y a très très longtemps, quand je faisais toujours partie du labo de professeur Sahel, avant que ça ne devienne l'Institut de Vision à Paris, parce que ça a commencé ici à Strasbourg. Donc, Cathy, si tu passes la dia suivante. Donc, pour nous dans l'équipe, à l'époque, il y avait cette question qui nous préoccupait toujours. Pourquoi les cônes meurent-ils après les bâtonnets dans différentes pathologies rétiniennes? Par exemple, en rétinique pigmentaire, où les mutations sont vraiment spécifiques aux bâtonnets, on observe néanmoins une perte secondaire des cônes. Et il n'y avait pas de raison évidente à cela. Donc, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi? Quel est le rapport entre les bâtonnets et les cônes? Et on avait émis à l'époque l'idée, une hypothèse, que les bâtonnets peut-être produisaient quelque chose, synthétisaient quelque chose qui était nécessaire pour la survie des cônes. Et ça, c'était au début de notre grande expérience qui a été menée au labo à cette époque, hein, qui a culminé, je dirais, dans l'identification de nouveaux facteurs de croissance, hein. Ce nom, c'est un peu barbare, le facteur de viabilité des cônes dérivés des bâtonnets. Et l'année dernière, en fait, ça a commencé des essais cliniques à l'Institut de Vision. Mais donc, ça fait pratiquement, il y a 20 ans que ce travail a été publié. Donc, tout ça pour dire que j'ai toujours eu en tête, depuis très longtemps, l'importance des cônes, hein. Ce type cellulaire est vraiment essentiel dans la vision humaine. Et en même temps, on s'est heurté à l'époque un problème général que les souris, c'était de toute évidence pour moi au moins, que les souris n'étaient pas adaptées à étudier les cônes. Ils n'ont pas une rétine proche de celle de l'homme. Alors, je cherchais toujours une alternative. En fait, à vrai dire, j'avais testé autres animaux qui avaient beaucoup de cônes. On avait des rétines de poulet, par exemple, qui sont 90% des cônes. On avait des rétines de porc. Mais là aussi, tous ces autres animaux, ils ont toujours des inconvénients. On ne peut pas facilement mettre des cochons dans le labo, des choses comme ça, hein. Donc, Le toujours... chien aussi, non? hein? Le chien également? Le Oui, chien. mais là aussi, il y a des problèmes éthiques, de coût, ça soulève d'autres problèmes, hein. D'accord. Dia suivante. Donc, c'était un peu un coup de chance, j'allais dire que à l'époque où José voulait transférer le labo à Paris, moi, je voulais pas revenir à Paris. Donc, c'est moi qui est resté à Strasbourg seul à l'époque. Et j'ai décidé de joindre l'autre équipe. Et cette équipe, en fait, la raison qui m'a poussé, c'était que moi, je me suis rendu compte que ce labo avait exactement ce que j'ai cherché, c'est-à-dire des rongeurs diurnes je dirais, qui ont gardé un peu les avantages des souris. Ils sont petits, ils sont faciles à élever en captivité, etc. Mais ils avaient une rétine extrêmement intéressante sur le plan expérimental, du fait qu'ils avaient beaucoup plus de cônes que les souris et rats typiques, hein. Donc, vous voyez à gauche, le rat Rattus norvegicus, les petits traits verts sont les quelques bâtonnets, quelques cônes qu'ils ont. Alors qu'à droite, donc ça, on a deux espèces au labo. L'Avicanthis, j'avais commencé sur celui-là. Tout en rouge, c'est les cônes. Donc, ils ont une rétine qui est, je dirais, un tiers cône, deux tiers bâtonnet. Et en bas, c'est l'animal qui va nous concerner plus précisément, le Samomys obesus, un type de gerbille qui a les mêmes avantages, les mêmes caractéristiques. Donc, pour moi, c'est un modèle extrêmement intéressant parce que ça m'a donné enfin la possibilité de regarder de près, dans un contexte in vivo, ce qui se passe chez les cônes. Donc, dia suivante. Et donc, par exemple, quand on fait à gauche, vous avez des Western blots, donc c'est une manière de quantifier les protéines.
Et dans les colonnes marquées R, c'est rétine de rat, et les colonnes marquées A, c'est avicanthis. Et donc, vous voyez où il y a les flèches, il y a beaucoup plus de ces protéines, à savoir les opsines des cônes et la restine des cônes dans l'avicanthis, ce qui est normal, comme il a 15-20 fois plus de cônes. Et au milieu, vous avez un graphique qui donne la réponse à la lumière de la rétine. Donc, le tracé jaune, c'est la souris. Et le premier pic, c'est le pic dû au bâtonnet. Et puis, il y a une deuxième montée juste à la fin qui commence à venir pour les cônes. Mais vous voyez que c'est très faible, alors qu'en rouge, là, Vicantis, le tracé en rouge, c'est la réponse au cône. Donc, c'est 5 fois plus importante. Il y a encore une graphique à droite qui doit, peut-être je dois cliquer encore, Catherine, voilà. Donc, ça, c'est maintenant ce qu'on appelle un EEG de type Flickr. C'est extrêmement intéressant sur le plan clinique pour suivre le fonctionnement des cônes. Et tout ce que je veux vous faire remarquer, c'est que, en fait, pour chaque tracé à l'envers le bas, vous voyez que le tracé jaune s'aplatit de plus en plus. Donc, ça, c'est la tracée des souris. Et ça veut dire que plus la fréquence, plus la vitesse du flicker augmente, les souris répondent de moins en moins bien. Alors qu'en rouge, vous avez la Vicantis qui répond toujours, même à 30 Hertz. Ça veut dire qu'il y a 30 flashs par seconde. Et c'est très proche de ce qu'on appelle cette seuil qui existe chez l'homme. Donc, c'est aussi une similarité à l'homme. Puis la suivante. Ah, peut-être il faut cliquer encore. Oui, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, mais il doit y avoir un décalage dans. Donc voilà, pour revenir à tout ce qui nous préoccupe maintenant, la maladie de Stargardt, donc comme vous le savez tous, maculopathie héréditaire extrêmement fréquente dans la population et sévère. J'ai pas besoin de détailler les caractéristiques, mais ce qui m'intriguait, et c'est un peu la même démarche scientifique que je vous ai montré pour l'identification de ce facteur, c'est que selon certaines classifications de la maladie, surtout celles faites par l'équipe de Lois et Michaelides, bien que le phénotype soit très variable, on peut globalement identifier 3 groupes. Donc, le groupe 1, à gauche, je dirais que c'est la forme la moins sévère. Vous avez uniquement une lésion maculaire, mais le reste de la rétine est normal. Au milieu, le groupe 2, vous avez à la fois une lésion maculaire, mais aussi une perte de fonction des cônes à travers la rétine, alors que les bâtonnets restent parfaitement normaux. Et à droite, le groupe 3, c'est la forme la plus sévère, où vous avez une dégénérescence quasi totale. Il y a une perte de bâtonnets et de cônes. Donc, ce genre de choses était, sur un plan scientifique, j'utilise le mot intriguant parce que comment expliquer les modèles, les idées de mécanismes de pathogénicité qui existaient, comment expliquer, surtout pour le groupe 2, que vous pouvez perdre les cônes sans toucher les bâtonnets, alors qu'on savait depuis longtemps que les 2 types, bâtonnets et cônes, expriment l'ABCA4, qui est le gène qui est responsable pour la maladie. Et donc, c'est pas trop difficile à imaginer qu'on peut suggérer que les cônes sont plus vulnérables que les bâtonnets. Et c'est ça qui m'a préoccupé pour la suite. Donc, la dia suivante. Donc, je ne vais pas vous montrer tous ces détails expérimentaux qu'on a obtenus par la suite, mais on s'est creusé la question par différentes approches techniques, hein, et on a montré qu'en effet, d'une part, les cônes contiennent plus d'ABCA4 sur un plan quantitatif que les bâtonnets, ce qui suggère qu'ils ont peut-être plus besoin de cette protéine et par conséquent, s'il y a une mutation, ça pourrait avoir un effet
plus importants dans les cônes que les bâtonnets. On a aussi montré que si on regardait de près la structure de la membrane des cônes, que les lipides, et l'ABCA4, c'est essentiellement un transporteur de lipides, étaient complètement différents dans les cônes et les bâtonnets. Alors, et que surtout, ça les prédispose à une vulnérabilité, une sensibilité accrue. Le recyclage des photorécepteurs, si vous le savez, il y a un processus par lequel les photorécepteurs régénèrent le pigment visuel et les membranes qui s'opèrent tous les jours, qui a lieu tous les jours. Alors, on a identifié que ce recyclage silicone, c'est environ 10 fois plus lent que les bâtonnets. Et on peut imaginer que cette lenteur fait que les produits toxiques qui commencent à accumuler dans les cellules, en plus que le taux se lève plus rapidement dans les cônes que les bâtonnets. Et finalement, avec un collègue de New York, qui est expert dans l'identification de ces molécules extrêmement diverses dans la maladie de Stargardt, qui sont des espèces de dérivés lipidiques avec le cycle visuel. Quand l'ABCA4 marche mal, ça génère toute une série de molécules qui ont des propriétés toxiques. Et on a montré que dans les cônes, ce profil était différent des bâtonnets et que les produits dans les cônes étaient encore plus toxiques que ceux de bâtonnets. Donc, on avait tout un tas d'évidences que les cônes avaient des caractéristiques qui les prédisposaient un peu à être plus sensibles. Mais il fallait néanmoins montrer ça expérimentalement dans un modèle in vivo. Et donc, en regardant la littérature, c'était clair que les souris transgéniques ABCA4, qui existaient depuis 20 ans, bien au contraire de ce que prétendent, j'allais dire, les équipes qui les ont fait, qui disent que ce sont des super modèles, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a ni dégénérescence rétinienne sur le plan structurel, ni perte de fonction. Et à ce moment-là, je voulais donc tourner vers ces animaux rongeurs diurnes pour voir si je pourrais faire mieux. Dia suivante. Donc, c'est là où Fabiana est un peu entrée. Ouais, je saute 15 ans de recherche, des échecs, des obstacles, de toutes sortes de problèmes, parce que c'était pas simple. Néanmoins, et c'est peut-être là où Denis est aussi entré dans l'histoire quand je l'ai invité à la thèse. Donc, ce qu'on a fait étape par étape, c'est d'abord là aussi où on a eu peut-être un peu de chance, c'est qu'une nouvelle technique de transfection ou d'inhibition de gènes, le fameux CRISPR-Cas9, a été mise au point par deux chercheurs qui viennent d'avoir le prix Nobel. Et on a utilisé cette technique pour essayer d'inhiber l'ABCA4 dans nos animaux diurnes, le Samomus obesus. Et donc, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une rétine aplatie, donc une rétine entière. Et j'ai juste fait un grossissement à droite pour montrer tous les petits points verts fluorescents qui montrent l'infection par le virus. Donc, c'est très répandu. On a une très bonne couverture de la rétine par une injection surrétinienne. Et en bas, maintenant, ce sont des coupes transversales qui montrent que même si cette transfection est très répandue, elle est restreinte aux photorécepteurs. Il n'y a pas de transfection d'autres types cellulaires. C'est parfaitement propre, spécifique aux photorécepteurs et rien d'autre. Suivante. Donc, enfin, on pourrait commencer les vraies manips. Et donc, Fabien, on a pris les animaux, ils étaient injectés d'un côté avec le virus actif et de l'autre côté avec un contrôle. Et on les a laissés 2 mois, grosso modo. La plupart de nos manips étaient faites au bout de 2 mois. Et donc, ce que vous voyez sur le panneau de haut, ou au milieu, c'est le contrôle AAV, Adeno-Associated Virus.
Donc, le fundus, quand on regarde avec un ophtalmoscope, hein, dans l'œil des animaux injectés contrôle, la seule petite lésion qu'on voit, c'est dû à l'injection elle-même. Il y a un peu de fluorescence, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, dû au virus. Donc, il y a bel et bien le virus contrôle qui est là. Mais quand on regarde des coupes par OCT, c'est-à-dire un examen non invasif qui permet de regarder la structure de la rétine, même chez une personne ou un animal vivant, on voit que la rétine est parfaitement normale. Alors qu'en bas, vous voyez, avec le virus actif, on a une dégénérescence extrêmement importante, hein. Un peu comme, moi, j'allais dire que ça s'apparente au groupe 3, la forme la plus sévère, ce qui est normal parce que c'est le groupe où la protéine est absente, hein, ou tronquée, et que par OCT, vous voyez que la couche des photorécepteurs est absente alors que la rétine interne est là. Donc, ce sont un phénotype qui est très proche de la maladie de Stargardt, hein. Dia suivante. Sur le plan fonctionnel aussi, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais la tracée rouge, ce sont les réponses aux flashs lumineux des animaux contrôle. Et vous voyez tout de suite que dans tous les cas, ils sont plus importants que les animaux injectés avec le virus. Donc là aussi, ça colle avec ce qu'on sait pour les maladies, pour les malades, hein, qu'il y a une réponse, surtout des cônes, qui est réduite. C'est ça qui est essentiellement montré dans cette graphique. L'IA suivante, hein. Pardon. Et aussi, non, non, tu peux montrer tout, Ok. Cathy. Oh, Voilà. non, là. Oui, donc, une caractéristique qu'on n'a pas trop creusée, hein, mais qui est mise en avant dans les autres modèles et dans la pathologie elle-même humaine, c'est la présence de l'hypofusine, hein, ce dépôt dans l'EPR, dans l'épithélium pigmentaire. Donc là aussi, on a regardé ça par microscopie électronique, hein. Donc en haut, vous avez les cellules contrôle. Et vous voyez ces espèces de formes comme des saucisses. Donc ça, c'est des mélanosomes qui est le pigment, la mélanine dans les cellules pigmentées, hein. Donc c'est parfaitement normal. Alors qu'en bas, ces petits points noirs ronds sont des granules lipidiques, très probablement de l'hypofusine. On n'a pas vérifié ça, mais ça ne peut être que ça. Et complètement à droite, vous voyez un peu la structure de la rétine qui reste. Donc en haut, vous avez des cellules. Là aussi, vous n'êtes pas des experts dans la structure de la rétine, je pense. Mais c'est parfaitement intact et intégral en haut. Et en bas, vous voyez où il y a des astérix, les cellules sont explosées, il y a des espaces, il y a des vides. Donc ça, c'est aussi montrer que la rétine va très mal. Donc, je voulais terminer l'intro sur la dia suivante. Tu mets l'autre côté aussi, voilà. Donc, pour moi, au fil de ces investigations, des examens, j'ai développé une hypothèse pour la maladie de Stargardt. Et pourquoi on voit ça essentiellement dans la macula. Et mon idée, c'est que à droite, à gauche, vous avez ce qui se passe dans un rétine normal. Donc, dans la rétine périphérique, chez l'homme, vous avez très largement un excès de bâtonnet par rapport au cône. C'est environ 95% bâtonnet, 5% cône, assez proche de ce qu'on voit chez la souris. Alors qu'au centre, dans le macula, vous avez à l'inverse beaucoup plus de cône que de bâtonnet. Donc tout se passe bien quand ça marche normalement. Mais dans la maladie de Stargardt, à droite, donc je dis, pour moi, vu le fait que les cônes soient plus touchés par la maladie, dans le macula, ça va aller très mal, hein, parce que vous avez énormément de cônes. Ça va répercuter sur l'épithélium pigmentaire au-dessus qui va tuer tout le monde parce que la RPE va mourir, les bâtonnets avec, donc tout le monde va rapidement dégénérer.
Alors qu'à la périphérie, où vous avez toujours ce rapport de peu de cônes, beaucoup de bâtonnets, en fait, les cônes vont mourir directement à cause de cette toxicité accrue au sein de la cellule. Et c'est ça qu'on voit dans les groupes 2, que les cônes ne marchent plus. Alors que, comme ils sont en petit nombre, il n'y a pas un impact suffisant sur l'APR pour tuer cette cellule et les bâtonnets restent fonctionnels. J'ai pas de preuves expérimentales pour cela, mais ça colle avec les données qu'on a. Donc moi, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, hein. Oui, je veux bien poser une petite question. Euh, Vous avez évoqué qu'il y avait en fait trois formes de la maladie. Nous, on a l'habitude de dire modéré, Oui. classique et sévère. Si j'ai bien compris, la modérée, on a donc une affection sur les cônes à l'intérieur de la macula et uniquement à l'intérieur de la macula. Sur la deuxième, on a une affection des cônes sur la macula et le peu qu'il y a, mais en périphérie. Euh, Hein. et sur la version, la, la forme Forme sévère plus sévère. de la maladie d'Estégate, on a à la fois une dégénérescence des cônes et des bâtonnets sur la macula et sur la périphérie. C'est bien cela? Si. Ok. Merci. OK. En fait, je voulais juste, c'est pas, c'est juste pour préciser une chose, même si la densité des cônes est beaucoup moindre dans la périphérie, numériquement, il y a plus de cônes dans la périphérie que dans la macula. C'est juste à cause du fait que le macula, c'est tout petit, hein, par rapport à la surface, c'est 1 mm². Par rapport à une rétine entière qui fait, une rétine humaine, ça doit faire dans les 20-25 cm² aplati. Donc, vous avez une toute petite surface de macula où il y a beaucoup de cônes, mais une énorme surface où il y a peu de cônes. Mais si vous additionnez tout ça, il y a plus de cônes à l'extérieur de la macula qu'à l'intérieur. Ah, c'est compris. Merci beaucoup. Donc, à toi de jouer, Cathy. Ok, donc la suite, c'est. Donc, j'ai été recrutée pour finir la validation de cette modèle avec David. Donc, on s'est fixé trois objectifs. Tout d'abord, c'est de déterminer une contre-infection des photorécepteurs pour tous les deux virus qu'on utilise. Après, c'est de montrer que la non-régulation de la BCA4 se produit uniquement quand les deux photorécepteurs sont infectés, contre-infectés. Et finalement, de s'assurer que l'injection seule des virus Cas9 n'induit pas d'inflammation oculaire. Cathy, on vous entend pas très bien. Maintenant, vous m'entendez Oui, meilleur? la ligne est mauvaise, oui. La ligne est mauvaise? C'est sans Il y a doute. un petit écho. Je sais pas, moi, je devais couper mon micro. Euh, je- Vous êtes à côté? Ok. Et maintenant, ça va meilleur? Ça a l'air un peu mieux, effectivement. Ok. Donc, je disais, on a s'est fixé ces trois objectifs et on a déterminé ce plan expérimental. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? C'est d'injecter ces petites Samomis entre P15 et P20. On a généré trois groupes qu'on va observer à trois temps différents, 12 semaines après l'injection, 4 semaines après l'injection et 2 mois ou 8 semaines après l'injection. Donc, on va faire des analyses non invasives, hein, comme montrait David, des fonds d'eau et regarder la fluorescence et aussi d'électrorétinogramme pour voir la réponse de la rétine en vivo. Et après, une fois qu'on va euthanasier ces animaux, on va faire des analyses de RNA-scope pour déterminer cette co-transfection, des analyses de tests d'ELISA, où on va regarder cette cytokine pour voir s'il y a ou pas des inflammations quand on transfecte avec le vecteur Cas9. Et aussi, pour voir l'expression de la BCA4, on va réaliser des Western blot. Donc, je commençais avec le groupe 3, donc je vous montrerai là les résultats qu'on a jusqu'à présent. Donc, on commence pour le fond de la fluorescence.
Donc là, je fais un suivi, c'est le même animal. Donc l'œil droit était infecté juste avec le vecteur Cas9 et l'œil gauche avec le mélange des vecteurs. Donc le panneau supérieur, on voit qu'un mois, plus ou moins après de la infection, et on voit juste les sites d'injection. Par rapport à celle qui a été co-transfectée, on voit le site d'injection ici et la fluorescence. Et on voit qu'en étant, sa dégénérescence, c'est plus important. Ensuite, on a réalisé aussi des analyses des OCT. Donc, ça, c'est la condition de contrôle. Un mois et 2 mois après de l'injection, c'est le même animal. Et là, le panneau supérieur correspond à une reconstruction de l'œil. Donc, la ligne verte montre le positionnement pour obtenir les photos qui sont en bas. Donc, on voit que la condition de contrôle, Cas9, et on retrouve juste le site d'injection ici. On peut le voir. Mais la rétine continue à être intacte après un mois. La même chose Après après combien 2 mois. de temps? Ah, oui. Après un mois, c'est ça? Après un mois, on voit juste le site d'injection, qui c'est un peu bizarre dans la photo par rapport à la structure de la rétine, mais le reste de la rétine, elle est intacte. Donc, on retrouve toutes les couches de la rétine. Très bien. Après 2 mois, on regardait le même animaux et on voit que la rétine continue à être toujours bien. Et la ligne verte correspond à les points où on s'est situé pour faire les photos. Donc, c'est plus haut, plus bas. Donc, on voit vraiment que la rétine, elle est top, même si on a l'injection. Même si on a- Après, et, avec la contre-infection, et on a pris les photos aussi un mois après, hein. Donc là, on peut voir quand on sort un peu des sites d'injection, des dégénérations, hein, qui c'est la ligne verte au plus haut. Et on retrouve quand même une structure normale de la rétine. Et quand on se situe juste dans les sites de la lésion, on voit et on commence à voir déjà un mois la perte notamment de la couche des photorécepteurs. À 2 mois, et on voit que ça devient encore plus grave, puisque si on se positionne à différents points, on voit vraiment la dégénération de la rétine et la perte de la couche des photorécepteurs. Après, je fais des analyses d'électrorétinogramme. Donc, en une condition scotopique, donc là correspond à l'enregistrement de l'animal que je viens de montrer et les photos précédentes. Donc, on voit que la condition scotopique, pareil que les données de Fabiana, on ne voit pas une différence de la réponse entre les deux conditions à un moment d'exciter juste les bâtonnets. Mais quand on commence à faire des stimulations plus intenses où on obtient une réponse combinée des deux photorécepteurs, on commence à avoir une différence importante entre les deux conditions, pour la onda A et pour la onda B. Une condition photopique. Et on retrouve des différences, la onda A à intensité assez forte. Et aussi, on retrouve des différences à niveau de la onda B. J'ai réalisé également des analyses Flickr pour mesurer le temps de réponse des photorécepteurs. Donc, on voit qu'il n'y a pas un souci à niveau du temps de réponse, c'est-à-dire la latence, mais on retrouve une différence importante à niveau de l'amplitude de cette réponse. Après, je me lançais avec le test ELISA. Donc, je me suis juste pour le groupe 3 et juste l'interleukine 1 bêta. Et on retrouve
On a retrouvé juste un animal qui est positif à cette cytokine et qui correspond à un animal en fait qui était co-transfecté avec les deux vecteurs. Mais c'est là qui a été infecté juste avec la Cas9 et il n'y a pas d'expression de cette cytokine a priori. Mais il faudra refaire ça avec le reste des groupes 1 et 2 que j'avais mentionné déjà. J'ai pas compris. Oui, Tu peux nous réexpliquer là cette manip? oui, là c'est un test ELISA, juste des groupes 3. Donc là, on a des animaux 2 mois. Le test ELISA, tu dis? Oui, Et il sert à quoi ce test? je dis, c'est un test ELISA pour mesurer le taux d'interleukine 1 bêta, qui c'est une cytokine pré-inflammatoire, pour déterminer, en fait, ces manip-là, c'est pour déterminer si l'injection de la Cas9 tout seul induit une inflammation à la rétine, dans D'accord, l'œil. j'ai compris. Donc là, on a 3 groupes. On a le groupe contre-infecté, en bleu, et en vert, on retrouve le groupe infecté juste avec la Cas9. Et les 3 derniers, c'est des yeux qui n'étaient jamais injectés. Donc, on voit que la condition Cas9, il n'y en a pas, et on ne retrouve pas la interleukine A bêta. Ça, donc, a priori, il n'y a pas d'inflammation. D'accord. Après, Je peux juste mentionner, pardon, peut-être tu allais le faire à la fin, Cathy, mais déjà le fait que dans les images visuelles que vous avez vues avant, il n'y avait pas de dégénérescence avec le Cas9 seul, ça indique déjà qu'il n'y a pas de problème non spécifique, j'allais dire, dû à la présence du Cas9. On avait déjà un peu écarté oui. à ce niveau-là. Donc, ce que fait Cathy là, c'est maintenant formellement montré qu'il n'y a pas de molécules associées à l'inflammation. C'est tout. D'accord. Merci. Ok. Donc, après, c'est les manips Donc, on a commencé avec des manips pour fixer un bon protocole pour la RNA-scope. Et le but de ces manips, c'est de montrer de façon visuelle et, la contre-infection de la même cellule avec ces vecteurs qu'on utilise. Les images sont pas très top parce que ça correspond à des épiflorescences. Donc, c'est pas des confocales, donc on n'a pas trop de résolution. Mais l'idée de là, c'était juste voir que les sondes qui ont été commandées pour cette manip, ils marchent. Donc, mais a priori, on arrive à avoir des marquages assez intéressants pour la GFP qui correspondent en fait à le virus CGRNA et aussi la sonde Castagne, une bloc de plus bas, et aussi il marche bien. Donc, on voit déjà, même avec ce type de microscopie, que c'est pas au top, des colocalisations. Donc, même si c'était un manip pilote, on est plutôt content. Mais ça, il reste à refaire avec les groupes et 12 semaines et 4 semaines après l'injection. Et utiliser des confocales pour avoir des images avec une résolution meilleure, pour avoir une bonne quantification des images. Donc, pour finir, un peu le qui était fait et ça qu'il faut faire. Donc, j'ai réalisé presque toutes les injections pour les groupes. J'ai fini hier d'injecter les derniers animaux pour la construction des groupes 1 et 2. Donc, la prochaine étape, c'est d'attendre la première semaine d'août pour analyser ces groupes-là et en OSCT et regarder un peu le fond d'œil. Et pourquoi ça? C'est pour discriminer ces animaux qui ont été vraiment bien injectés. Je n'ai pas fait des dommages pendant l'injection, c'est-à-dire décollement de la rétine ou étirement del nerf optique. Donc, l'idée, c'est de garder les animaux où l'injection, c'est 100% bien faite. Et comment on l'a fait pour le groupe 3.
Après, les animaux d'électrorétinogramme, on est OK, puisque par rapport au planning, normalement, il était prévu juste de faire des électrorétinogrammes à groupe 3. Donc, on est OK. Et l'RNAscope, ça commence et aussi la première semaine de août, une fois que les analyses non invasives sont finies. Et la deuxième semaine d'août, hein, on fera les Western Blot et aussi les tests d'hélice. Comme ça, on pourra finir, je pense, si tout s'allait bien avec les injections, je pense qu'à la fin, au début de septembre, on pourra avoir et de répondre pour tous les trois objectifs qu'on s'est posés. Très bien. Ouais. C'est tout. Merci, Cathy. De rien. Alors, en fait, bon, comme souvent sur ces sujets, je n'ai pas tout compris scientifiquement ce que vous nous avez expliqué, mais on a compris l'essentiel, c'est les trois objectifs principaux qui sont à l'origine de votre étude. Et, euh, et on comprend qu'effectivement, pour l'instant, les résultats sont plutôt très positifs et qu'il faut maintenant statistiquement augmenter les quantités et pour s'assurer qu'effectivement ces premiers résultats se confirment.